bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons bien manger. Oui, car j'ai le plaisir de recevoir Édouard Morange, cofondateur et CEO d'Épicerie. E-P-I-C-E-R-Y, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Épicerie, donc, est une food tech qui vous donne accès directement à des centaines d'artisans alimentaires autour de chez vous, bouchers, poissonniers, fromagers, cavistes. Les commandes peuvent se faire directement depuis votre mobile et vos courses vous sont livrées en moins d'1 heure. Avec Édouard, nous allons parler des enjeux de consommation alimentaire, bien sûr, et du rôle que joue la crise du Covid dans l'accélération des tendances de consommation locale, de produits frais, de produits sains. Comme d'habitude, notre conversation va s'organiser autour de 3 grands thèmes. Nous allons d'abord nous intéresser au marché, donc à la demande des consommateurs. Ensuite, nous aborderons plus précisément la proposition de valeur d'épicerie et comment l'entreprise adresse son marché. Et enfin, nous discuterons des sujets de la relation client et de la prise de parole de la marque dans notre contexte de crise. Mais avant de commencer, Édouard, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis d'abord parisien, je suis le papa de 4 enfants et je suis entrepreneur depuis à peu près 25 ans. Épicerie est ma 5e boîte. J'ai toujours été dans le digital, mais dans des secteurs assez variés, puisque ça a été Monsieur Cinéma. Alors attends, avant de commencer, t'as fait quoi ? T'es pas un profil d'ingénieur, toi ? Non, moi j'ai fait des études de communication, j'étais au CELSA. Ouais. Et quand je suis sorti du CELSA et que je voulais bosser dans le numérique, c'était trop tôt pour bosser dans l'Internet. Donc j'ai commencé dans le CD-ROM, à vrai dire, chez Montparnasse Multimédia, où on faisait des CD-ROM sur les grands musées à travers la planète. Ouais, c'est sûr que ça t'envoie dans des âges... C'est des âges éloignés. que les plus jeunes auditeurs ne connaissent pas. Bon, et alors, ta première aventure entrepreneuriale, on revient dessus. C'est 1998, le début de l'Internet. Je quitte Montparnasse Multimédia pour créer Monsieur Cinéma. Là, t'as quel âge ? Là, j'ai 25 ans et les gens ne se souviennent pas forcément de Monsieur Cinéma, mais c'est une émission de télévision sur le cinéma et on en crée une version digitale avec des centaines de milliers de fiches sur les acteurs, les films, les réalisateurs, les bandes annonces et on fait une sorte d'encyclopédie de cinéma disponible en français à tous les internautes. Donc ça dure combien de temps ? Ça dure 2 ans, on est racheté par le groupe Liberty Surf. Un nom qui n'existe plus. Là aussi, on parle de dinosaures de l'Internet. Et puis, le projet qui était de faire la première VOD de films d'art et d'essai se percute contre la crise de l'an 2000. Crise qui a amené le groupe Liberty Surf à revoir sa stratégie, à se concentrer sur l'accès. Et donc, je quitte en 2001 la structure. En même temps qu'éclate cette fameuse bulle Internet des années 2000. Exactement, qui pendant de nombreuses années va handicaper le secteur. Et je veux partir sur du physique. Je pars étudier une tendance qui m'intéresse aux États-Unis, qui est celle du dating, la rencontre de célibataires. Il y a 2 modèles qui existent là-bas. Il y a Match.com. Et tu cherchais quelqu'un ou... Non, pas du tout. C'était la naissance de mon premier enfant à cette époque. Mais le secteur, lui, était vraiment ringard en France et nécessitait d'être dépoussiéré. J'étudie les 2 modèles existants. Le site de rencontre à la Match.com. La rencontre physique dans les bars qui s'appelait Speed Dating,
aux États-Unis. Et je suis absolument convaincu que c'est le speed dating qui va le mieux décoller en France. Et je lance 7minutes.com en 2001, qui est la première boîte de speed dating en Europe, qui est un carton en termes de RP, mais lancé en même temps que Mythique à l'époque par Marc Simoncini, ne connaît pas le même succès parce que la scalabilité du modèle n'est pas la même. Et donc, on est amené en 2003 à revoir notre copie et à pivoter en fait. Et en 2003, on pivote sur ce qu'on a très bien réussi à faire avec 7 minutes, c'est-à-dire de la communication digitale. On travaille d'abord pour le groupe Yahoo. On les aide à lancer le site de rencontre Yahoo Rencontre à travers une opération en partenariat avec les Galeries Lafayette qui s'appelle les rencontres Yahoo Rencontre au Lafayette Gourmet. Et Lafayette Gourmet, c'est le rayon épicerie. C'est le rayon épicerie déjà, absolument. Et tous les jeudis soirs, à partir de 19h, il y a des célibataires qui se promènent avec des paniers mauves et ceux-là veulent faire des rencontres dans les couloirs du supermarché. Et donc, c'est une opération qui fait énormément de buzz, qui gagne un grand prix Strat et ça nous amène à créer une agence de com qui se concentre autour du numérique, de l'événementiel et des RP. Ok. Combien de temps cette histoire dure ? Ça dure une dizaine d'années. On rejoint en 2006 un groupe anglais qui s'appelle Koblik. Là aussi, deuxième crise en 2007-2008 qui part d'Angleterre. Le build-up qu'on avait prévu se fait pas. Et donc, ça s'arrête pour moi en 2011 quand je décide de repartir sur une nouvelle aventure. Ouais. Alors là, c'est quoi cette nouvelle aventure ? Et cette nouvelle aventure-là, c'est Story Player, qui est une plateforme de lecture en ligne pour les enfants qui permet à des enfants d'avoir accès à des milliers d'albums jeunesse sur lesquels ils peuvent à la fois écouter les histoires lues par des conteurs, mais écouter surtout les grands-parents qui enregistrent des histoires à distance. C'est ton idée ou tu rejoins Je rejoins un camarade qui a eu l'idée, qui lance le produit, c'est un développeur, et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à lancer le projet au niveau marketing. Donc on lance ça en 2013 et le projet se développe bien, d'abord en France et surtout à l'international où les expatriés francophones n'ont pas un accès aux livres aussi facile qu'à Paris et le service est toujours en ligne. Très bien. Là, je crois qu'on arrive en 2016. Quasiment. Alors, simultanément, moi, je suis effectivement amoureux des balades du marché du samedi matin. J'adore discuter avec mes commerçants. Je fais la cuisine tous les soirs, malgré mon job d'entrepreneur. Un de mes problèmes, c'est d'avoir des produits dans le frigo. Je rejoins la fondation de Jamie Oliver, le chef anglais, qui a analysé un risque qui est à venir, mais qui est celui de la consommation massive de produits transformés ou ultra transformés, et qui décide d'alerter à travers un TED Talk la population et de sensibiliser à la fois les familles, mais aussi les écoles et les entreprises au fait de cuisiner. Il y a un côté un peu bizarre qu'un Anglais vienne défendre le manger sain, parce que quand tu connais les Anglais, tu peux pas... Je pense que c'est lié en fait, c'est-à-dire que je sais pas si tu as vu ce qu'on mange dans les cantines anglaises. Son premier combat s'est porté sur les cantines en Angleterre, où les enfants mangent vraiment de la merde, il faut le dire. Ouais. Et donc, il a des combats comme ça pour que l'alimentation soit variée et saine dans les cantines. Il a réussi à faire interdire en Angleterre la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés sur les chaînes de télé qui visent les enfants. En fait, il est assez en avance parce que le marché, entre guillemets, est malheureusement en avance en Angleterre sur ce sujet-là. Oui. Et donc, effectivement, fort de cette expérience et de cette passion pour la cuisine, je suis invité par Elsa Hermal en 2015 à un Startup Weekend Food pour réfléchir aux projets digitaux. T'es invité parce que tu es dans la fondation, en fait. Parce que je suis dans la fondation et que j'ai une casquette d'entrepreneur, et donc il faut chapeauter un peu ces jeunes entrepreneurs qui se réunissent le temps d'un week-end pour créer un MVP. Et j'y vais pour ça. Et je retrouve là-bas quelques vieilles connaissances, dont Marc Ménazé,
qui à l'époque est encore chez Menlook, qu'on discute avec Elsa Hermal de ces modèles qui apparaissent à l'époque. On parle de Take It Easy, de Deliveroo, et on se dit c'est des modèles super, c'est places de marché finalement qui permettent de scaler des business sans avoir à supporter les coûts de stock, etc. Mais si c'est pour manger encore de la junk food ou des pizzas, des burgers, c'est pas ce que nous, on veut défendre comme modèle pour l'alimentation. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ce modèle de marketplace pourrait fonctionner sur des produits frais, sains, de nos commerçants de quartier? Et en fait, on a tellement cogité qu'on s'est lancé. Donc en 2016, Elsa Hermal a pris son bâton de pèlerin, a été voir les commerçants pour bien comprendre en fait quels étaient leurs pain points. C'est une population qui est experte sur le sujet de l'alimentation, ils connaissent les producteurs, les éleveurs. Par contre, le digital, c'est hors de leur scope. Le marketing, c'est pas ce qu'ils savent faire non plus. Et la livraison, qui est un enjeu qui commence à devenir majeur, ils n'y connaissent rien. Et donc, on décide de leur apporter une solution clé en main, en fait, avec Épicerie, qui leur permet d'avoir leur boutique en ligne, de se faire connaître sur Google, Alors, sur les réseaux sociaux. On va y arriver parce que ça, c'est la deuxième partie que je veux aborder avec toi. Mais en tout cas, merci pour ta présentation. Ce que je retiens d'Épicerie, on va parler du marché, parce que avant de parler finalement de votre proposition de valeur, il est important de revenir sur les consommateurs, parce que sans eux, il n'y a pas de business. Ce que je retiens finalement, et c'est ce que je te disais un peu avant l'enregistrement, dans ce que tu me racontes, c'est que ce qui est intéressant avec Épicerie, c'est qu'il y a finalement deux modèles qui viennent se rencontrer. Le premier qui est celui de la consommation de produits sains, local dans le sens qui n'ont pas été sourcés aux quatre coins de la Terre, avec des éléments probablement de traçabilité. Et puis, tu vas aller loquer tout ça dans une dimension locale de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller mettre en avant les acteurs de ton quartier, de ta rue. Et ça aussi, c'est une tendance qu'on a vu s'accélérer avec le confinement, ce besoin. Donc, on va revenir sur tout ça. Mais avant, je voudrais que tu me racontes un peu comment vous interprétez chez Épicerie ces besoins, ces demandes, ces changements peut-être qui s'opèrent de plus en plus fort. Qu'est-ce que le consommateur, évidemment ça transpire dans déjà tout ce que tu as dit, mais je voudrais aller plus loin. Qu'est-ce qu'il veut, comment il se comporte? Est-ce qu'il a des côtés un peu schizophrènes? Est-ce que, je crois que c'est un sujet dont tu as parlé ce matin avant de rejoindre les bureaux pour l'enregistrement. Mieux manger, c'est aussi forcément devoir payer plus. Est-ce que les consommateurs sont prêts? Voilà, revenir vraiment sur comment chez Épicerie vous analysez, vous comprenez le marché. C'est sûr que mieux manger, c'est une tendance qui date pas d'aujourd'hui, même si elle s'accélère. Il y a des signes avant-coureurs qui montrent que c'est une préoccupation des consommateurs depuis déjà quelques années. Ils ont été alertés par quelques grands scandales dont on se souvient, la viande de cheval, un certain nombre de scandales souvent liés à l'agroalimentaire. Et puis, ils ont cherché des solutions. Alors au début, une des solutions, ça a été de se tourner vers le bio. Et on a vu ces dernières années la consommation de bio croître jusqu'à exploser quasiment ces derniers mois et ces dernières années. Mais le bio lui-même est rattrapé parfois par des sujets sur le bio est-il bon pour la planète, etc. Et effectivement, le consommateur, il est confronté à de plus en plus d'informations, parfois contradictoires, c'est-à-dire ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Le beurre qui a été voué aux gémonies il y a quelques années, aujourd'hui on nous dit que c'est sain. L'avocat par contre qui est bon pour la santé objectivement est une catastrophe pour la planète parce qu'il vient du Mexique et qui participe à la déforestation. Et donc le consommateur il est complètement perdu dans ces magmas d'informations. Et ils cherchent des solutions. Alors les labels sont une partie de solution. Les outils technologiques en font partie également. Et on voit
le succès de Yuka et de toutes ces solutions de scan de produits qui viennent apporter de l'information concrète sur les produits, c'est flagrant. Mais il y a un sujet qui est plus récent et qui est encore plus fort peut-être même que le bio aujourd'hui, c'est le local. Parce que quelque part, il n'y a rien de plus rassurant que des produits qui viennent de près de chez soi. On maîtrise mieux leur composition, on trace mieux le parcours qu'ils ont établi, etc. Donc il y a une grosse volonté des gens de manger local, souvent de saison aussi, et ça c'est un phénomène qui s'accélère clairement. Nous on pousse effectivement un cran plus loin, c'est-à-dire que il y a le contact avec le commerçant. Finalement, aujourd'hui, il y a une crise de défiance vis-à-vis des marques, vis-à-vis des distributeurs aussi, et notamment de la grande distribution. Le commerçant, c'est un point de réassurance pour le consommateur. Parce que quand tu vas chez ton boucher et que tu lui achètes un steak, d'abord, il te le vend les yeux dans les yeux, donc il ne te ment pas. Et puis tu vois effectivement la façon dont est rangé son étal, etc. Et puis en fait, tu parles de boucher, je trouve que c'est un très bon exemple. Très régulièrement, tu vois le camion de livraison qui vient alimenter le boucher, ou tu vois les carcasses de viande qui arrivent. C'est très concret, tu vois. Tu sais que ça vient. Tu vois le truc arriver, quoi. C'est ça, c'est le steak haché que tu vas manger ce soir, tu sais qu'il vient d'un animal, que cet animal il a été débité à la boucherie et que la plaque de l'éleveur que tu vois dans ta boucherie, eh bien, ça te rassure sur le circuit court, quelque part, que ça signifie. Et c'est, à mon sens, un sujet qui est extrêmement important pour rassurer le consommateur d'avoir ce contact avec le vendeur qui est un expert de son sujet. Que ce soit le boucher, le poissonnier qui va connaître les pêcheurs ou le primeur qui sait d'où viennent les produits. Alors, ça, je crois qu'on est nombreux à partager ce constat-là. J'ai une question sur l'organisation ou la segmentation du marché sur le territoire national. On est à Paris, on est tous les deux parisiens. Quand on va sur le site d'épicerie, comme on est dans un maillage urbain dense, on a partout où on veut plein de commerces de quartier. Il y a aussi l'aspect, donc ça c'est pour l'offre, il y a aussi l'aspect, on va dire, moyens financiers, la capacité à aller acheter ce genre de produits. On va pas se mentir, aller acheter un steak chez le boucher, ça coûte plus cher que d'aller l'acheter au supermarché du coin, pour ne pas en citer. Comment ça se passe comment cette demande, est-ce qu'elle est uniforme sur tout le territoire? Est-ce que les gens ont les mêmes sensibilités dans les grandes agglomérations que dans les plus petites? Comment ça s'interprète, ça? Alors, c'est sûr qu'épicerie, aujourd'hui, on est présent dans les grandes agglomérations, Paris et sa région, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, etc. C'est des zones qui ont une densité de commerçants de bouche qui est encore relativement élevée comparée à des villes moyennes qui souffrent d'une disparition complète des commerçants alimentaires de centre-ville. On voit les taux de vacances commerciales dans les villes moyennes, ils sont en constante augmentation et c'est un défi pour les maires, pour les collectivités, de maintenir cette activité parce que si tu n'as plus cette activité-là, le cœur de ville meurt et c'est un enjeu économique pour beaucoup de gens de maintenir de l'emploi en cœur de centre-ville. Donc il y a cette dimension qui distingue effectivement les grandes villes, les villes moyennes et les bourgs, clairement, où c'est encore plus difficile de faire ces achats alimentaires de proximité. Après, effectivement, le consommateur est différent à Paris, dans les grandes villes de région ou dans les villes moyennes. C'est vrai que le pouvoir d'achat est supérieur en France, à Paris, mais par contre, les gens n'ont pas de voiture. Alors que partout en France, les gens restent quand même très liés à la voiture pour faire leurs courses.
Donc la livraison se développe plus vite à Paris. Tu disais effectivement qu'il y avait une notion de pouvoir d'achat. Moi, je me bats depuis des années pour faire savoir que les produits frais, ça revient plutôt moins cher que les produits transformés. C'est logique, il y a moins d'opérations, il y a besoin de moins de marketing, etc. Donc le fait est que acheter un steak, oui, ça coûte cher. Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de réduire sa consommation de viande. On voit bien que c'est une préoccupation de beaucoup de gens d'avoir une consommation plus responsable en matière alimentaire. Donc il faut manger moins de produits chers, des produits de bonne qualité, et ça sert à rien de vouloir consommer de la viande à tous les repas si c'est de la viande de mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, le combat des bouchers, mais aussi des poissonniers, etc., c'est une gestion un peu responsable, d'aller vers des produits de qualité supérieure à un tarif peut-être un peu plus élevé qu'en supermarché, mais le rapport qualité-prix, lui, il est infiniment meilleur chez l'artisan de proximité, et ça participe en plus à une économie locale qui permet d'irriguer toute l'activité locale. En addition de tes propos que je comprends bien, il y a une remarque qui me vient à l'esprit. Tu parlais tout à l'heure, j'ai pas retenu son nom, le chef médiatique britannique qui défend... Jamie Oliver. Voilà, Jamie Oliver. Ça fait écho finalement aux nombreuses émissions autour du monde de la cuisine qu'on peut voir à la télévision. Et ça commence à dater, c'est-à-dire que c'est pas un effet de mode, il y a un engouement réel de la part, on va dire, des Français pour la cuisine. Et ça doit servir aussi, finalement, ça alimente ce besoin en produits frais, parce que là on est à l'opposé du produit transformé. C'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de mode dans le fait de devenir cuisinier. À mon époque, les ados qui partaient en CAP, en cuisine, entre guillemets, c'était un peu les ratés du système scolaire. Aujourd'hui, on voit que les chefs sont des stars, et quand on va dans les lycées, etc., aujourd'hui, ça fait rêver de devenir chef, d'avoir son resto, etc. Et forcément, ça alimente un imaginaire où faire la cuisine, pour ses amis d'abord quand on est jeune, pour sa famille après quand on se met en couple et qu'on a des enfants, et ben, ça devient quelque chose de valorisant, et finalement on revient à quelque chose d'historique, hein. Le partage autour de la cuisine et du repas à la française, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture et De notre patrimoine. de notre patrimoine, Ouais, exactement. très clairement. Bon, là, c'est hyper intéressant de nous poser un petit peu le contexte marché. Et on comprend bien qu'il y a deux acteurs qui l'animent, ce marché, à la fois le consommateur, mais aussi, on va les appeler les producteurs, enfin au sens les points de vente, les commerçants, les artisans alimentaires. Hein, c'est une terminologie que je découvre avec toi, qui organise et structure ce marché. Dessus vient épicerie, qui va aller quelque part un petit peu proposer une exécution nouvelle de la smart food, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bref, vous proposez à vos consommateurs quelque chose qui n'a rien d'extraordinaire, qui n'a rien de nouveau, mais vous avez probablement, dans l'exécution de ce que vous proposez, mis des niveaux qui sont assez hauts pour pouvoir satisfaire vos consommateurs. Raconte-nous maintenant, vous, chez Épicerie, comment vous faites pour faire que ces deux populations, le consommateur et puis les artisans du monde alimentaire, se rejoignent. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est nouveau et en même temps c'est pas si nouveau que ça. Moi je me souviens que ma grand-mère, elle prenait son téléphone pour appeler son boucher et lui dire vous pouvez me préparer un rôti pour dimanche et me le livrer. Donc en fait on revient finalement à des fondamentaux qui existaient il y a 50 ans. C'est vrai que l'exécution, elle a changé parce que le consommateur a changé ses usages.
Aujourd'hui, on est tous sur nos smartphones toute la journée. On commande des livres, on commande des chaussures, de la cosmétique en ligne. Et le risque, c'est que si l'alimentaire, et notamment les commerçants et artisans, ne s'y mettent pas, ben c'est d'autres acteurs qui vont livrer les produits de notre frigo. Je pense à des grandes plateformes internationales spécialistes de la livraison. Qui commence par un A, par hasard. Qui aujourd'hui se mettent à livrer des produits frais. Et donc, le consommateur, il va là où il y a de l'offre. Et donc, on a su recréer cette offre. Alors, nous, on arrive avec une plateforme qui est complètement clé en main pour le commerçant ou l'artisan. On arrive avec une plateforme qui va lui gérer à la fois sa boutique en ligne avec un catalogue qui est fait sur mesure, où on va mettre en avant son avant qu'on aille savoir-faire. là, juste pour nos auditeurs, ils vont sur Épicerie, sur l'app ou sur le site, ils rentrent l'adresse qui est la leur, ou là Exactement. où ils veulent être livrés, et le système va leur dire, bah voilà, dans ce qui est livrable rapidement chez toi, voilà tous les commerces qui sont référencés sur la plateforme, et tu peux aller faire ton marché. C'est ça, exactement. On a 700 commerçants partenaires sur la plateforme, dont une quinzaine de marchés qui sont le marché d'Aligre, le marché des Batignolles, etc. Et donc, en fonction de ton adresse, on va te sélectionner tous ceux qui sont dans un rayon qui varie entre 2,5 km et 5 km, suivant la nature des produits, pour te permettre, en quelques clics, de faire un panier qui va comprendre de la viande si tu en manges, du poisson, des fruits et légumes, du fromage, de la pâtisserie, de la boulangerie, voire de l'épicerie fine, que ce soit pour ta consommation quotidienne, rentrer ce soir et avoir des produits pour faire la cuisine pour tes enfants, ou pour une occasion parce que c'est Noël et que tu veux tester la bûche d'un grand pâtissier. Donc on essaye d'avoir un peu une offre qui va vraiment du quotidien avec des produits vraiment très très basiques, la banane, le steak haché, la pomme de terre, jusqu'à des commerçants plus exceptionnels, des meilleurs ouvriers de France, des grands pâtissiers pour les occasions exceptionnelles. Donc ça, c'est ton offre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu l'as constituée, ton offre. Comment tu fais pour aller recruter quand tu lances ta boîte avec Elsa il faut bien commencer par quelque chose. Comment vous avez fait au début pour aller convaincre les premiers? Parce qu'en fait, c'est un peu, comment dire, l'œuf et la poule. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de clients. S'il y a des clients... Enfin, tu vois, Dans toutes les marketplaces, il y a une partie qui est plus importante et clairement, chez Épicerie, c'est l'offre. Si tu n'as pas d'offre, tu n'as pas de clients. Non. Voilà, donc ça, c'est... Et comment tu vas convaincre Et comment tu vas convaincre si tu n'as pas de clients? des commerçants qui ne sont pas du tout digitaux, qui sont plutôt même loin de cet univers-là, qui sont un peu bourrus, hein, le boucher ou le poissonnier, c'est pas un mec très très facile. Il te regarde arriver avec de loin avec ton parcours d'école de commerce, etc. Il dit tu vas pas m'apprendre la vie. Et que tu n'as pas d'application, parce que quand on a été les voir, on n'avait même pas une application à leur montrer. Donc tu arrives avec ton PowerPoint et tu leur dis, voilà, on va lancer un truc révolutionnaire qui va vous permettre de toucher des clients qui parcourront pas les 1 km ou 2 km qui les séparent de la boutique, mais qui ont envie de consommer chez vous. Parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils vont venir le samedi faire leur marché chez vous, mais que par contre le soir à 19h, quand ils rentrent du boulot, ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur le chemin. Or, on est dans un secteur où une commande, si elle n'est pas passée mardi soir, ils vont pas, c'est pas pour autant qu'ils viendront pas le samedi. On est sur un produit qui a une durée de vie limitée. Mais là, tu vas avec ton bâton de pèlerin, un par un, tu vas aller faire... Alors, vous avez fait une stratégie de l'escargot, c'est-à-dire... comment vous faites? Vous faites des points On a commencé par le centre de Paris, clairement. On a été effectivement chez les commerçants. On s'est cassé le nez un certain nombre de fois parce qu'ils ne sont pas si souvent que ça en boutique quand ils sont à Rungis. Et tu les sélectionnes comment? Ceux qui veulent bien te recevoir? Alors, il y a ceux qui veulent bien te recevoir. Au début, on s'est beaucoup basé sur l'expérience de notre réseau. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a un boucher préféré, un primeur dont tu sais qu'il a des fruits et légumes qui sont de qualité supérieure, etc. Donc, on a été voir les gens qui nous ont été recommandés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement, on a
une recommandation qui vient des pairs. Ce sont des métiers non, où mais les aujourd'hui, gens je comprends. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au début. Au début, tu rames. Objectivement, au début, tu rames parce que tu viens avec une idée nouvelle. Quels sont les arguments qui t'opposent quand tu viens là, quand ils finissent par te recevoir, ils t'écoutent, sur le papier, c'est bien. Est-ce qu'ils signent tout de suite ou alors ils te challengent un peu Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a forcément une commission qui est une commission sur les ventes. Sur les ventes. Est-ce que c'est un sujet qui les préoccupe Comment ils réagissent Ça, c'est toujours, t'es commerçant, la commission, c'est toujours un point de discussion. Ah ouais, ça, oui, je te cache pas que, surtout, on n'est pas sur des taux de marge dans l'alimentaire qui sont ceux de la mode ou de la cosmétique. Donc, quand tu vas voir un commerçant et que tu lui dis, voilà, on va financer la logistique, on va financer la plateforme, mais on va prendre une commission de 25% sur les ventes, les mecs, ils te regardent et ils te disent oh là là, mais c'est même pas envisageable. Et puis en fait, après, tu rentres dans l'explication, tu expliques que c'est un service qui va leur apporter des clients additionnels, que c'est des clients qui sont hors de leur zone de chalandise, où donc on va occuper le personnel sur des heures creuses pour générer de l'activité supplémentaire. Et puis, les mecs font leurs calculs et ils se disent, bon, je tente le coup, il n'y a pas d'engagement, on travaille sans engagement, il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas d'argent à sortir, donc tentons le coup. Et en 2016, quand on s'est lancé, on avait 150 commerçants dans le centre de Paris, et aujourd'hui, notre plus grande fierté, c'est qu'ils sont toujours là. Donc, en fait, l'engagement, nous, on n'est pas spécialement attaché à l'engagement juridique. Ce qui nous intéresse, c'est l'engagement personnel. C'est la fidélité. C'est la fidélité des commerçants. Donc, ils sont là. Aujourd'hui, tu dis qu'il y en a 700. C'est ça. Ils sont répartis sur le territoire dans les grandes agglomérations. Ouais. C'est pas possible que vous soyez allé dans chacune des villes faire la même chose. Il y a dû y avoir des... Comment vous avez scalé le truc, là ? On va toujours dans les villes pour rencontrer les gens parce qu'on est sur une population. Si on se tape pas dans la main, t'as beau avoir signé un bout de papier, ça reste virtuel, quoi. Donc oui, on a des facilités aujourd'hui à nouer des contacts avant de lancer une ville avec les principaux commerçants parce que, comme je te dis, ils se connaissent tous. Et les bouchers de Paris nous recommandent les bons bouchers de Lyon, Marseille, Toulon ou Strasbourg. Donc aujourd'hui, on les connaît, ils nous connaissent, on échange avant, mais à un moment, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille se taper dans la main. C'est indispensable. Donc c'est quand même un métier de rencontre. C'est un métier de rencontre et ça, je dirais que c'est la partie même assez sympa du métier. C'est vrai que aller à Rungis à 4h du matin avec tes commerçants partenaires, aller dans la chambre froide pour discuter avec le poissonnier, ça fait partie du job. Ouais, il y a le côté authentique. Alors, on parlait de l'exécution. Donc là, on comprend comment tu as recruté ton fonds de commerce, entre guillemets, c'est ton offre. De l'autre côté, il y a à recruter les consommateurs. Comment vous avez fait ? Alors les consommateurs, ils sont venus beaucoup par le bouche à oreille en fait. La presse, le bouche à oreille ont été nos principaux vecteurs de recrutement. Après, c'est vrai que le digital, notamment les réseaux sociaux, ont participé à ça. On voit effectivement des réseaux sociaux comme Instagram qui sont remplis de photos de bouffe. Et c'est pas uniquement la pâtisserie, ça va aussi jusqu'à la boucherie, la poissonnerie ou les fruits et légumes. Et donc, on se sert de ces outils-là pour que, effectivement, quand tu cherches à te faire livrer un poisson ou un morceau de viande, on sorte en premier devant les chaînes de distribution des hyper. Alors maintenant, ouais, ok, d'accord, vous avez réussi, ça a fonctionné, vous avez l'offre, vous avez la demande, la plateforme fait son travail entre les deux. Il y a un aspect qui est fondamental, c'est celui de la livraison. Je le disais, je crois que je reprends une baseline que vous revendiquez, qui est une livraison en 1 heure, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on fait de la livraison dans l'heure ou sur un créneau d'1 heure. Mais comment vous faites ? Parce que c'est pas vous qui l'opérez, la livraison. Même si ça m'est arrivé de prendre mon vélo de temps en temps, les jours de neige ou les jours où on avait des difficultés, c'est vrai que c'est pas nous qui assurons les livraisons.
Nous, on a pris le parti de travailler avec des partenaires qui gèrent la livraison. Donc, c'est le groupe La Poste avec sa filiale Stewart pour le vélo. On travaille avec d'autres sociétés pour... Stewart qui est venu sur ce podcast déjà. Absolument. Voilà. Mais on travaille avec d'autres sociétés qui sont spécialisées sur la livraison piéton, sur la livraison en scooter électrique. Pourquoi ? Parce que, en fait, en fonction de ta commande, on va aller chercher le meilleur moyen de te livrer. Les distances sont pas énormes. Comme je te le disais, la distance moyenne de nos livraisons, c'est 1,8 km. Par contre, effectivement, c'est pas la même chose de transporter un rôti de bœuf qui va super vite dans un sac de vélo, mais une bûche de Noël, là on prendra pas le risque, donc c'est un piéton qui va la transporter, ou des produits lourds parce que tu as commandé au marché d'Aligre de la viande, des fruits et légumes, du fromage, et là on va faire appel à un triporteur ou à un scooter électrique suivant la distance. Donc on travaille avec différentes sociétés, et notre valeur ajoutée, c'est le logiciel de dispatch qu'on a mis au point. C'était la question que j'allais te poser. Voilà, exactement, qui, en fait, sur la base de ta commande, de la distance à parcourir, du type de produit, on transporte de la glace, on transporte des poulets rôtis qui sont livrés chauds, etc., va organiser le dispatch entre différentes sociétés de courses pour que ce soit à la fois pratique, économique et rapide, puisque effectivement on est sur de la livraison. Alors on livre dans l'heure, mais c'est pas le gros de notre volume, contrairement à la livraison des restaurants. On a peu de commandes qui sont passées pour être livrées immédiatement. 80%. Des créneaux. Ouais, c'est des créneaux d'1 heure, même dans la journée en général, mais avec 3-4 heures au moins entre la prise de commande et la livraison. Ce qui permet à la fois aux commerçants de préparer sa commande tranquillement, en gérant son flux boutique en parallèle, en occupant ses employés pendant les heures du début d'après-midi quand il n'y a personne en boutique. Ouais, en fait, ce que tu es en train de me dire, là, on enregistre, je vois l'horaire, il est 14h35. Je passe ma commande pour ce soir et je voudrais qu'elle soit livrée à 19h30. Entre 18h30 et 19h30 à la maison. Voilà. Et donc, le commerçant, lui, va la recevoir tout de suite. Donc, il va la marquer comme vue et commencer à la préparer. Et puis, à 18h30, elle est marquée comme prête. On analyse la distance à parcourir, le type de produit, est-ce que c'est fragile, est-ce que c'est lourd, est-ce qu'il y a d'autres produits que la boucherie, etc. Et on va envoyer 1 ou 2 livreurs, en fonction des localisations des commerçants, chercher les produits pour te les livrer chez toi sur ce créneau d'1 heure. Mais la distance fait qu'on arrive à respecter le créneau horaire dans plus de 98% des cas. Quelle est la part des opérations qui est la plus sensible, la plus touchy à exécuter ? Alors, il y a une difficulté particulière chez nous, c'est celui de la disponibilité. Évidemment, ton boucher, ton poissonnier, il ne gère pas ses stocks de la même façon que le font les grandes enseignes dans le retail. Donc, lui, il peut très bien avoir une indisponibilité sur un produit parce qu'il a vendu son dernier bar pour 4 personnes. Et nous, notre savoir-faire, c'est justement de gérer cette partie-là. Je te livre des produits pour ton dîner de ce soir, je n'ai pas le droit à l'erreur. Si tu commandes un produit standard et que au lieu de te livrer ce soir, je te le livre demain, tu ne vas pas en mourir, tu pourras éventuellement même recommander sur le site. Par contre, si je te plante ton dîner avec tes amis ou que tu es une mère de famille et que tu n'as pas de quoi faire un dîner à tes enfants, je peux oublier, je ne te revendrai jamais rien. Donc nous, notre credo, c'est on ne laisse jamais tomber un client et on lui fournit toujours une solution. Et cette solution, c'est à travers de la substitution. Donc on a des algorithmes qui vont permettre aux commerçants, si il n'a plus de bar pour 4 personnes... Comment elle est notifiée, la commande au commerçant ? Il reçoit sur son app, il a une tablette ou sur son smartphone une notification, il voit ce qu'il a à préparer, il va dire qu'il a tous les produits, mais s'il lui en manque un, on lui dit « Ok, vous n'avez plus ce produit-là, est-ce que vous avez un produit similaire ? Vous n'avez plus de bar, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une dorade, un turbo, etc. »
et on propose au client un remplacement par le produit Donc toi, le consommateur, plus proche. tu reçois une alerte sur ton téléphone ou sur ton site internet qui te dit attention, ce produit-là n'est plus disponible, on vous propose une alternative. On peut vous proposer une alternative. Alors, c'est 5 à 7% des cas, hein, dans 90% des cas. Ouais, mais c'est ce qui fait la différence. Mais ça fait la différence parce que effectivement, il y a des irritants, on le sait bien, dans l'e-commerce, sont encore plus forts dans l'e-commerce alimentaire. Et les indispos et les manquants, tout le monde te le dira, c'est quelque chose qui a découragé énormément de clients de passer commande sur des sites de grandes enseignes. Alors, c'est très clair. Je voudrais arriver sur un autre point qui est celui de l'UX et puis de la relation qui existe entre le consommateur et le commerçant. Quand on va sur le site ou l'app d'épicerie, il y a une UX qui a été, on le voit, enfin, bien travaillée. On ne peut pas s'empêcher de comparer, enfin c'est du moins ce que moi j'ai fait, la façon avec laquelle tu présentes le commerçant un peu à la manière Airbnb. C'est-à-dire que tu vois, il y a un travail visuel où virtuellement tu as presque l'impression de rentrer chez le commerçant. J'exagère un peu, mais enfin, je pense que ça devait être sous-jacent dans votre démarche parce que ça donne envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de luxe, c'est vous qui l'avez fait, mais les photos, c'est vous qui les prenez toutes, une par une. Comment on fait ça? Et après, deuxième question, le système de notation entre les... Parce que c'est donc comme sur Airbnb, le commerçant est noté. Oui, alors c'est effectivement nous qui envoyons des photographes faire les photos en boutique. C'est important pour nous parce que effectivement, ce qui est au cœur d'épicerie, c'est la mise en avant du savoir-faire des commerçants et des artisans. C'est même plus son savoir-faire que le produit en lui-même. Parce que si je te prends une entrecôte de différents bouchers, c'est toujours une entrecôte, mais ça n'est pas la même entrecôte. Et qu'est-ce qui diffère ? C'est le savoir-faire du boucher qui va acheter à tel ou tel éleveur, qui va maturer sa viande de telle ou telle manière et qui va te la préparer et te la découper de telle ou telle façon. Donc, rien à voir entre deux boucheries. Et donc, tu vas te repérer sur vraiment l'expérience que tu vas avoir chez ce commerçant. Et même si nos clients utilisent épicerie et testent différents commerçants, au bout d'un moment, il y a une certaine fidélité qui s'installe avec des commerçants. Et d'ailleurs, ils vont ensuite les retrouver en boutique, leur dire merci pour la commande de la semaine dernière, c'était formidable. Et donc, ce lien en fait figital entre la boutique et le site et l'application, on a voulu vraiment le renforcer par ces visuels de la boutique et du commerçant dans sa boutique. Donc on travaille énormément ce sujet de la photo. Et alors tu avais une deuxième question. Oui, en fait c'est la notation. La notation. Effectivement, la notation, elle est importante parce qu'elle nous permet à la fois d'éduquer le commerçant à toujours fournir le meilleur service et les meilleurs produits disponibles dans sa boutique à nos clients. Et c'est un travail d'éducation. Je prends souvent cet exemple-là. On est sorti récemment de la période des fraises ou des figues, mais quand tu achètes une barquette de fraises chez ton primeur, il n'est pas rare que la fraise qui est en dessous dans la barquette, elle soit un peu écrasée, voire un peu moisie, tu as de la moisissure dessus. Ça ne te vient pas à l'idée, quand tu as choisi ta barquette, de retourner chez le marchand pour lui dire « vous m'avez vendu une barquette en cachant dessous des fraises moisies ». Je te jure que nous, si on a une fraise moisie dans une barquette, ça remonte directement au support client. Parce que tu es encore plus intransigeant sur la qualité quand tu confies aux commerçants le soin de choisir pour toi les produits. Donc il y a un côté effectivement d'éducation du commerçant sur les pratiques, les bonnes pratiques en termes d'e-commerce. Et puis ça nous permet aussi de mesurer la satisfaction de nos clients. Et comme je te disais, c'est extrêmement important pour nous d'avoir une satisfaction qui soit au top, parce que c'est vrai que dans ce domaine, les grandes plateformes ont mis la barre très haut. T'en citais une. Si tu as un problème de livraison... Je n'en citais pas une. Ou tu ne la citais pas, mais quand tu as un problème de livraison
ou de produits avec ces grandes plateformes aujourd'hui, tu as un service client qui est au top. Tu es en contact immédiatement, on t'offre le produit, etc. On a voulu reproduire ça. Et donc nous, dès qu'on a une alerte sur la qualité du produit, de la livraison, etc., on réagit immédiatement. C'est la raison pour laquelle on a internalisé le support client qui est dans nos locaux, parce qu'on a besoin d'être capable de redéclencher la livraison d'un produit si, je sais pas, tu as commandé des huîtres et t'es pas entièrement satisfait de leur fraîcheur. Alors, on appelle le commerçant, on dit est-ce qu'il y a eu un problème sur cet arrivage? Il nous dit non. Nous, on fait toujours confiance au client. On va faire relivrer un autre produit, on va lui proposer un remboursement s'il n'est pas content, etc. Parce qu'on a vraiment cette Donc, vocation. il y a un cahier des charges que vous établissez avec les commerçants quand même, pour déterminer aussi les règles du jeu entre Clair. le consommateur final et eux. C'est intéressant justement, mais tu arrives très bien sur la troisième partie de la question, en fait, de la troisième thématique, qui est celle de la relation client, la façon avec laquelle vous allez gérer votre communication. Épicerie, ça devient une marque. Euh, euh, comment, comment vous... Tout à l'heure, tu parlais un peu d'Instagram. Euh, euh, comment vous faites c'est quoi votre discours? Qu'est-ce que vous racontez à vos consommateurs? Et puis, quelque part, peut-être aussi à vos artisans alimentaires qui sont là. Comment vous prenez la parole? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que c'est quoi la relation? Nous, on est vraiment une plateforme au service du commerce vivant. Commerce vivant, je veux dire, dans sa diversité, parce que, je te dis, il n'y a pas un boucher sur épicerie. C'est une multitude de bouchers. Ils vont avoir d'ailleurs des produits qui sont différents. On a des bouchers, alors il y a des MOF, il y a des bouchers classiques, il y a des bouchers halal ou halal bio, tu as des bouchers cachers, etc. Et chacun participe finalement à cette communauté. Et nous, on veut fédérer en fait des gens qui sont passionnés par leur métier, et c'est le cas de la grande majorité des commerçants. Il ne faut pas se tromper, si tu te lèves à 3 heures le matin pour aller à Rungis chercher de la marchandise, que tu travailles jusqu'à pas d'heure pour finalement quand même des revenus qui sont pas mirobolants, c'est parce que tu crois vraiment en ce que tu fais. Et nous, on essaye d'accompagner ces gens-là, de les soutenir au quotidien dans une transformation de la consommation, et de communiquer sur cette qualité dont ils sont les garants, que tu retrouves nulle part ailleurs. Ce savoir-faire de la transformation, parce qu'effectivement, tu as les commerçants qui achètent pour revendre, mais tu as tous ces traiteurs, tous ces bouchers, tous ces poissonniers qui transforment les produits, les fromagers qui affinent les fromages, etc. Donc il y a un savoir-faire, on leur donne la parole. En ce moment, par exemple, on a une campagne sur le fromage de chèvre. Est-ce que les gens savent qu'on arrive à la fin de la période du chèvre? Non, parce que si tu vas au supermarché, tu trouves du chèvre toute l'année. Ouais. Bon, en fait, les chèvres, elles donnent pas naissance toute l'année, donc elles n'ont pas du lait toute l'année. Donc, si tu veux avoir du chèvre frais, c'est en ce moment qu'il faut y aller, parce que dans un mois, c'est fini, quoi. Donc c'est cette connaissance des produits, c'est ce savoir-faire qu'on essaye de mettre en avant, et pas de se positionner comme une plateforme, ce que d'autres dans la restauration ont pu faire, qui viennent au-dessus de leurs fournisseurs. Nous, on est plutôt un levier pour leur permettre de mettre en valeur leur savoir-faire et leur expérience. Donc c'est ça le discours qu'on porte auprès de nos partenaires commerçants. Et c'est à la fois cette diversité, ce côté humain et ce côté local qu'on essaye de faire valoir auprès des clients, qui sont de plus en plus nombreux, effectivement, à adhérer à ce discours, parce que ça rejoint leurs attentes profondes autour de l'alimentation. Écoute, je pense que c'est un super bon mot de la fin. Édouard, merci beaucoup d'être venu nous partager en fait cette vision de la consommation alimentaire, ces comment dire, transformations qui sont en train de s'opérer, qui étaient déjà là et qui s'accélèrent. Merci d'avoir vraiment
de façon très didactique, posé la proposition de valeur d'épicerie. Je crois que c'est très clair. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de l'épisode. Merci à vous tous qui écoutez et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast si c'est par là que vous écoutez le podcast. Notez un maximum d'étoiles, 5. Si vous voulez me joindre ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement via LinkedIn ou sur le site lesdigitaldoers.com. Salut Edouard, à bientôt. À bientôt.